Merci de la fidélité renouvelée à Financial Afrique TV. Bienvenue à tous dans PIB, Produit Info Brut. Aujourd'hui, nous allons revisiter quelques points saillants de l'actualité africaine, notamment en Afrique de l'Ouest, avec notre invité du jour, M. Adama Gaye. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est un plaisir aussi partagé. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vous salue. Je salue vos téléspectateurs et je remercie la chaîne de télévision qui est la vôtre. Vous êtes journaliste et essayiste sénégalais, auteur de plusieurs ouvrages, et vous avez également été directeur de la communication de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Avec vous, nous allons revisiter la politique et l'économie du continent, notamment au Mali, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Donc, vous avez titré « Vive le putsch » en réaction au coup d'État au Mali. N'est-ce pas paradoxal pour le démocrate que vous êtes? Ah non, il n'y a aucun paradoxe. C'est une prise de position très claire qui se justifie par le fait précisément que nous sommes en Afrique, et en particulier en Afrique de l'Ouest, dans des situations d'hérésie politique favorisées par des pouvoirs civils qui s'enracinent à vie au pouvoir et ne veulent plus permettre un libre jeu démocratique, précisément ce jeu qui leur a permis d'arriver au pouvoir. S'il y a eu l'annulation des coups d'État dans les pays africains il y a une vingtaine d'années ou un peu plus, c'était pour que la démocratisation à travers les civils puisse respirer. Or, on a vu les soi-disant démocrates civils mettre leurs genoux sur le cou des nations africaines, sur les processus électoraux des nations africaines, sur les économies africaines et empêcher toute évolution politique fondée sur la transparence et le processus électoral ouvert. Alors, pour briser cette impasse, crever cet abcès, il faut trouver des forces capables de faire sauter le verrou. Or, il ne reste en Afrique, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest en particulier, que les militaires organisés pour pouvoir aider les civils qui ne sont pas impliqués dans ces magouilles électorales et électoralistes des pouvoirs installés à demeure dans plusieurs pays africains. Il fallait que les militaires interviennent, qu'ils sortent de leur caserne et reviennent sur le champ politique. C'est cela que j'ai voulu encourager pour que ceux qui empêchent la démocratisation de respirer se rendent compte qu'il y a des forces qu'on peut encourager et soutenir, voire légitimer pour qu'elles interviennent dans le jeu afin qu'elles soient équilibrées. Je pense que je reste fondamentalement un démocrate, mais je crois que par rapport à la situation exceptionnelle, il faut être obtus, atteint de cécité intellectuelle et politique pour penser que ce sont ces civils-là qui vont assurer la pérennité de la démocratie dans nos pays. Mais tout de même, vous êtes d'accord avec l'Union africaine et la CEDEAO que l'ère des coups d'État est révolue? Ah mais non, écoutez, ça, ce ne sont que des pétitions de principe, des discours. Il n'y a jamais un discours qui puisse être éternel en politique. Dans la vie politique, une semaine, c'est une éternité. Il faut quand même rappeler le contexte. À la fin de la guerre froide, en 1989, avec la démocratisation et l'ouverture politique qui s'est déployée également dans plusieurs pays africains, en commençant par l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Cap-Vert, le Niger, pour citer quelques exemples saillants, ce qu'on avait vu, c'était une sorte de rejet des militaires, des hommes en kaki, qui avaient, pendant longtemps, après les indépendances des années 60, joué un rôle de premier plan en faisant tomber les premiers régimes civils issus des indépendances africaines. Or, plus tard, les militaires n'ayant pas produit de résultats, avec le déclin du communisme et des régimes autoritaires dans le monde entier, il fallait que l'Afrique se mette à jour. Et c'est pour cela que aussi bien au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'ex-organisation de l'unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, il y a eu des mesures et notamment des décisions, des protocoles qui ont été adoptés pour dire que les coups d'État militaires devaient prendre fin, mais cela supposait que si les militaires retournaient dans les casernes,
les pays soient gouvernés démocratiquement par les civils et qu'il y avait une meilleure gouvernance économique par ailleurs. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Ce qu'on a commencé à voir, c'est progressivement l'installation de nouvelles formes de coups d'État, mais civils, avec des civils qui s'installent à demeure en se disant le processus électoral, on l'accepte au départ, mais une seule fois, selon le principe qu'ils ont retourné en leur faveur du one man, one vote, une personne, une voix, mais ils y ont ajouté une fois. Dès que vous les élisez, vous ne pouvez plus jamais les enlever du pouvoir. Et ces gens-là, en réalité, sont devenus les obstacles à l'évolution démocratique du continent africain. C'est dire que l'Union africaine et la CEDEAO veulent nous pérenniser dans ce qui apparaît comme une impasse et il ne faut pas accepter. Quand il y a un problème, comme disait Georges Pompidou, quand on voit le nœud gordien d'un problème, on le tranche. Il fallait trancher ce nœud gordien dans le cas du Mali. C'est pour ça que les militaires sont intervenus. Il ne faut pas s'en plaindre parce que ça a fait évoluer la situation malienne et on commence à avoir une discussion pour une transition qui pourrait faciliter le retour véritable du Mali vers une démocratie plus aseptisée, plus acceptable par tout le monde, plutôt que d'avoir un homme qui s'installe et qui reste enfermé dans son palais considérant que le pays et le pouvoir lui appartiennent de droit divin. Non, je pense que la CEDEAO et l'Union africaine doivent revoir leurs textes, leurs classiques et les adapter selon les évolutions très rapides qui ont cours avec la capacitation des citoyens à travers l'Internet, à travers leur exposition à des pratiques démocratiques, à des discours démocratiques de longue date, et pour que la démocratie ne soit pas juste un vain mot avec des textes et des décisions prises dans ces institutions ou à la tête des États qui ont pour vocation de marginaliser, de créer une démocratisation censitaire qui écarterait les populations. Je pense qu'il faut, si besoin, utiliser les moyens extrêmes, si besoin les armes, si besoin les militaires, si besoin la force la plus solide des civils pour que ceux qui veulent empêcher la démocratie en soient écartés. Parce que ce sont non pas des démocrates, mais des démocrates. Ce sont des démons, pas des démocrates. Alors, que serait le scénario idéal pour le Mali suite au coup d'État? Ben écoutez, c'est prétentieux d'envisager un scénario idéal. Il n'y a jamais de scénario idéal dans la vie. Il y a des efforts qu'il faut tenter. Dans le cas du Mali, c'est déjà une bonne chose que l'armée ait assumé ses responsabilités parce qu'elle a vu qu'il y avait la chienlit et que ça risquait de déborder et d'ajouter à la tension. Évidemment, la CEDEAO s'est lourdement trompée en voulant imposer une sanction militaire, ce qui aurait entraîné peut-être une guerre civile intérieure, la famine, les violences, les tensions et peut-être l'accroissement des rangs des extrémistes, des fondamentalistes et j'en passe. Alors, parmi les solutions, il faut que l'armée comprenne que rester au pouvoir dans la durée n'est pas une bonne chose. Je crois qu'une transition de 3 ans est déjà trop longue, donc il faut envisager une transition d'1 à 2 années maximum, mais que ce soit une transition transparente qui puisse organiser un processus électoral transparent et qui s'ouvre à tous les acteurs, non pas seulement les politiciens anciens, parce qu'on les a vus également à l'œuvre depuis que le Mali s'est lancé dans la démocratisation avec la chute en mars 1991 de Moussa Traoré. Donc, certains de ces acteurs-là, qu'on a vu en première ligne, notamment lors des manifestations, devraient aussi faire preuve d'humilité et comprendre qu'ils font partie du problème malien et qu'ils devraient faciliter la résolution du problème en participant donc à la résolution du problème malien. Au-delà de cette transition, qui devrait se faire également sous supervision internationale, parce qu'en réalité, le Mali est quasiment sous tutelle internationale ou doit être sous tutelle internationale pour que le processus soit validé, qu'il ne puisse pas y avoir, comme la dernière fois lors des législatives, des contestations, et qu'au-delà de toute considération, que le jeu soit ouvert à tous les acteurs qui ne se limitent pas seulement aux politiques, ça doit être ouvert aux femmes, ça doit être ouvert à la diaspora, ça doit être sous supervision stricte de la communauté internationale. Je crois que les militaires doivent également continuer à être en première ligne. Je vois un Mali sous co-direction. D'une part, les civils chargés de l'économie
des activités politiques, mais les militaires, sachant le risque de l'implosion de l'intégrité territoriale du pays et du risque intégriste et extrémiste qui continue de peser sur le pays, que les militaires soient associés à la gestion des affaires du pays. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des civils qui vont tenir un discours blabla matin, midi et soir sur l'importance de la démocratie si la stabilité, la sécurité, l'intégrité territoriale ne sont pas garanties. Le Mali risque à nouveau de sombrer dans de nouvelles tensions, dans de nouvelles dérives. Donc, il faut que les Maliens eux-mêmes comprennent que c'est l'avenir de leur pays qui est en jeu et qu'ils doivent donc unir leurs forces et essayer cette fois-ci de mettre en avant la nation, le pays, devant leurs propres intérêts. Malheureusement, ce que l'on a observé avec la corruption rampante, avec les comportements politiciens autocratiques, avec les tendances pouvoiristes, on a vu des gens qui ont mis en avant leur propre intérêt et qui ont marginalisé, n'est-ce pas, l'avenir du pays. Je crois que la menace sur son avenir en tant que nation, il y a un besoin que tout le monde s'asseye autour d'une table et ait une conversation approfondie, sérieuse, sans état d'âme, sur l'impératif de mettre le Mali en avant de privilégier les intérêts personnels. Nous restons en Afrique de l'Ouest. Le troisième mandat, vous dites, serait aussi un coup d'État. Doit-on, dans ce cas, considérer que nous assistons à un coup d'État en Guinée et en Côte d'Ivoire? Autrement dit, les présidents Alpha Condé et Alassane Ouattara violent-ils la lettre de loi ou son esprit? Bien évidemment que ce n'est pas une question de légalité. Ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit, c'est la morale, c'est la décence. À un moment donné, il faut savoir, comme disait Léopold Sédar Senghor, et il faut que les foules sortent, comme au Mali, pour dire non. Au Mali, ils sont sortis pour dire non par rapport aux fraudes aux législatives et aux excès de pouvoir, abus de pouvoir de IBK. Il faudrait que ce soit la même chose en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal et dans tout le reste du continent, parce que l'Afrique ne peut pas continuer à être l'âne de la démocratisation à travers le monde, parce que nous sommes au XXIe siècle avec tous les atouts dont nous disposons. Le fait que quelques individus pouvoiristes, cupides, gourmands, imbus de leur personne, veuillent s'imposer comme obstacle aux objectifs de développement de nos nations, nous ne devons pas tolérer cela. Il faut faire sauter ces verrous-là, comme beaucoup de nations ont pu le faire. On a vu les révolutions de couleur au milieu des années 1980 qui ont amené la démocratisation en Asie du Sud-Est. On a vu en 1974 les militaires portugais, avec la révolution des œillets, faire sauter la dictature dans ce pays européen. On a vu dans d'autres nations, même les États-Unis à un moment donné ont été dirigés, notamment par exemple avec M. Eisenhower, le général Eisenhower, par des militaires. Il faudrait que l'Afrique de l'Ouest se mette à jour et que donc, s'il y a des dirigeants politiques qui cherchent à s'encastrer au pouvoir, qu'on les fasse sauter et qu'on les élimine si besoin, parce qu'il y va de l'avenir de ces pays. On ne peut pas se permettre de les laisser jouer avec les mots en se disant que nous avons des constitutions qui nous permettent de compétir. Évidemment, les constitutions qu'ils ont taillées sur mesure, avec des tailleurs constitutionnels à leur service, qui leur permettent de pouvoir se présenter ad nauseam, à vie, pour diriger les États, en s'appuyant sur les moyens financiers des pays, en utilisant les forces sécuritaires et militaires pour mater les populations. Tout cela concourt à empêcher la libre expression du jeu démocratique. Il faut que la communauté internationale comprenne cela et ne se laisse pas piéger par ces dictateurs qui, hélas, sont devenus le coronavirus, le Covid véritable, qui est en train de tuer les pays africains de l'Ouest en particulier. Vous étiez directeur de communication de la CEDEAO. Partagez-vous le sentiment de certains observateurs qui estiment que la communauté économique régionale est la mieux réussie? Écoutez, il faut éviter de se gargariser des mots. La marque CEDEAO est une marque connue et reconnue dans le monde entier. Si ce n'est qu'à cela qu'on devrait s'en tenir, oui, c'est une organisation qui a un label respecté. Mais si on regarde son parcours sur tous les plans, on voit bien que cette organisation est en retard.
La CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 pour réaliser l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Souvenez-vous, c'était dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest, comme le reste du continent, était sous le joug des rivalités idéologiques Est-Ouest de la guerre froide. On ne pouvait donc pas faire une communauté ouest-africaine qui aille au-delà de l'économie parce que les questions idéologiques étaient gérées entre Moscou et Washington, en tout cas en dehors des frontières du continent africain. Seulement, sur ce premier plan, qui était son objectif initial, même si on regarde, la réalité n'est pas reluisante parce que le commerce intra-régional reste encore faible, pas plus de 15 à 20% depuis 1975 entre les 15 pays qui font la CEDEAO. Il y en avait 16, la Mauritanie s'en est retirée, il en reste 15. Au-delà de ça, la libre circulation des personnes, des biens et des services qui font l'objet de protocoles qui ont été adoptés depuis pratiquement 1975-1980, ça n'est pas encore totalement ça, parce que les barrières tarifaires, les barrières non tarifaires, notamment les harcèlements aux frontières, la corruption des douaniers, la corruption des agents de l'immigration, tout cela fait que l'esprit de l'intégration n'est pas encore une réalité. S'installer dans les pays n'est pas également quelque chose de facile parce que quand vous vous installez, vous rencontrez des réactions xénophobes qui commencent à renaître comme on le voit en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays du continent. Et avec les tensions politiques, ces phénomènes-là risquent de s'accroître. Donc l'intégration économique n'est pas encore une réalité. La CEDEAO n'a pas réalisé grand-chose pour construire les infrastructures physiques de l'intégration par ailleurs, notamment pour mettre en place des routes, des ports, des aéroports. Il y a eu quelques avancées, mais c'est encore très faible. On peut dire, par ailleurs, que sur d'autres chemins que la CEDEAO a commencé à explorer à partir de la fin de la guerre froide, notamment la résolution des conflits, la supervision des élections, la promotion de la démocratie, la promotion de la lutte contre certains facteurs transnationaux, notamment les nouvelles maladies, les nouvelles pandémies transfrontalières ou encore la question écologique. Sur ces plans-là, il y a eu beaucoup plus de discours qu'autre chose. Sur le plan de la médiation dans les conflits, comme on l'a vu au Mali, comme on l'a vu en Guinée-Bissau et même au Libéria, où la CEDEAO est intervenue pour la première fois dans un pays africain après une décision prise lors d'un sommet de la CEDEAO en décembre 1990 à Banjul, quand l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique tout court était marginalisée par le reste de la communauté internationale qui s'était retirée du continent après la guerre froide et se concentrait à partir de 1990 dans le Golfe Persique à cause de l'invasion à l'époque, le 2 août 1990, du Koweït par l'Irak. Depuis lors, la CEDEAO fait l'effort, comprenant qu'elle est lâchée par ses parrains extérieurs, de résoudre ses problèmes. Mais elle n'a pas toujours réussi et au Libéria, sa force de maintien de la paix qui s'appelle l'ECOMOG, ECOWAS Monitoring Group, a été déridée très rapidement comme une organisation de vol, de criminalité par les observateurs et les acteurs de maintien de la paix, si bien que les Libériens disaient que ECOMOG équivalait à everything, every car or movable object gone. Tout a été volé. Et la CEDEAO a prolongé le conflit pratiquement d'une dizaine d'années en ayant des positions assez floues de yo-yo. Dans le cas des autres conflits en Sierra Leone, il a fallu que Abacha, au niveau national, avec l'aide de la Grande-Bretagne, fasse l'intervention pour ramener la paix dans ce pays. Dans le cas de la Guinée-Bissau, comme je le dis, ce n'est pas résolu. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, en 2010-2011, quand il y a eu des conflits après l'élection rejetée par Laurent Gbagbo, on a vu que la CEDEAO, malgré ses agitations, n'a pas pu faire avancer d'un pouce, n'est-ce pas, la question de la résolution du conflit sans qu'il y ait conflit. Il a fallu que ce soit la France de Nicolas Sarkozy, utilisant l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et ayant la bénédiction de l'Organisation des Nations Unies qui interviennent pour assurer que M. Ouattara puisse être intronisé, entre guillemets, à la tête de la Côte d'Ivoire. Dans l'ensemble, sur ce plan aussi, sur la question du maintien de la paix, qui fait la réputation de la CEDEAO, est un énorme échec.
Donc, si le reste du monde dit que la CEDEAO est une organisation bien connue, de là à dire que c'est une organisation qui a réussi, c'est aller trop vite en besogne, à mon avis. Il faudrait qu'on remette le métier sur l'ouvrage, qu'on s'asseye et qu'on dise comment faire pour que la CEDEAO joue véritablement son rôle d'intégration des économies ouest-africaines, de création d'une monnaie ouest-africaine, de promotion du commerce intra-africain, de lutte contre les pandémies et contre le réchauffement climatique et de promotion authentique de la démocratie et des autres grands enjeux qui interpellent les pays ouest-africains, notamment la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité et la promotion d'un climat de paix et de sécurité pour promouvoir la prospérité en Afrique de l'Ouest. Tel n'est pas le cas. L'Afrique de l'Ouest reste aujourd'hui, depuis la création de la CEDEAO le 28 mai 1975, une zone de pauvreté et les pays qui composent la CEDEAO, étant pauvres, ne peuvent pas réaliser grand-chose. Voyez l'Union européenne, aujourd'hui, si elle a du respect, c'est parce qu'elle a pu promouvoir la prospérité au sein de ses 27 États membres. Alors, en parlant d'intégration, voyez-vous la ZLECA? Mais la ZLECA, écoutez, c'est encore une fois une fausse bonne idée. C'est une bonne idée sur le papier, mais vous savez, regardez les frontières qui sont fermées entre le Bénin et le Nigeria. Regardez les comportements au sein des pays avec des dirigeants qui traquent leurs intellectuels, leurs opposants, leurs adversaires, tel que c'est mon cas, parce que j'ai été obligé de quitter mon pays, de partir et m'installer en exil ici, en Égypte, parce que pour avoir critiqué à juste titre, avec des arguments solides, indéniables, le pouvoir de Macky Sall, j'ai été pratiquement arrêté, mis en prison pendant 50 ans. Alors, pour finir avec vous, le président ghanéen Nana Akufo-Addo appelle les États membres à une ratification avant décembre. Pensez-vous que cela va donner un coup de pouce à la ZLECA? Mais je vais vous rappeler une chose. En 1991, en juin, en tant que journaliste, j'étais à un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est donc l'ancêtre de l'Union africaine, et ce sommet s'était tenu à Abuja. À cette occasion, avait été décidée la création de ce que l'on a appelé la Communauté économique africaine. C'était pratiquement la même chose que la ZLECA. Et ce processus devait déboucher sur la création d'une union politique continentale avec tous les processus, donc zone économique, zone commerciale, zone douanière, tout ça devait être réalisé. Il faut bien savoir qu'on avait dit que cette organisation allait entrer en vigueur après sa ratification par un 35e État membre. Mais ce fut fait au début des années 1990 par le Cameroun. Mais qu'est-ce qu'il est resté de la Communauté économique africaine? Elle est morte de sa belle mort. Elle est tombée avec la création de l'Union africaine. Je ne serais pas surpris que, ratification ou pas, si les dirigeants africains ne sont pas sérieux, si leurs mots ne correspondent pas à leurs actes, s'il n'y a pas un alignement à travers tous les pays, s'il n'y a pas un ajustement, une congruence dans la conviction que c'est l'unité qui fera la force de l'Afrique, ces papiers-là seront signés et adoptés par des parlements qui ne croient pas nécessairement à l'intégration ni au discours démocratique. Et hélas, sans vouloir être les rabat-joie, on est obligé de dire que ce ne sera pas seulement par le papier ou le discours qu'on fera ça. Ailleurs, là où ça a été réalisé, il a fallu que des dirigeants comprennent véritablement l'ampleur des enjeux. Je citais tantôt le cas de l'Union européenne. Souvenez-vous, en 1957, le traité de Rome qu'il a institué a été lancé grâce à l'action d'un certain nombre d'acteurs intéressés par l'unité européenne, les Galtieri, les Monnet, les Schuman, mais aussi au-dessus le rôle de De Gaulle et de Adenauer, qui les premiers ayant compris que les causes des conflits européens, notamment les deux guerres mondiales, 1914 et 1939, procédaient de ce que ces pays-là étaient dans des rivalités pour contrôler le charbon et l'acier, ont commencé par mettre en place une association du charbon et de l'acier. Et cela a progressivement entraîné la marche vers l'union monétaire, la libre circulation des personnes, Schengen et tout cela. De la même manière, on a vu qu'en Amérique du Nord, à partir de 1990,
avec l'arrivée de Bill Clinton, la mise en place de l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord avec le Canada et le Mexique et les États-Unis était un processus bien enclenché. Mais vous savez, le processus d'intégration est également réversible parce qu'on a vu Donald Trump revenir et remettre ça en question en disant on profite de nous et on est à nouveau retourné à un nouveau processus d'intégration à minima, alors qu'il y avait une grande ambition de faire de l'Amérique du Nord la rivale de l'Europe et de l'ASEAN, l'association des pays du Sud-Est asiatique. Dans le cas de l'Afrique, véritablement, nous avons beaucoup de raisons d'être unis. Nous avons un héritage d'intégration et d'unité africaine. Nous sommes le continent qui a eu la première organisation continentale avec l'établissement en 1963, le 25 mai, de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais au-delà de ça, au-delà des réalisations pour le parachèvement des indépendances nationales et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, au plan économique, il y a toujours des rivalités qui empêchent que l'Afrique dépasse les souverainetés et accepte de faire des concessions de souveraineté, des cessions de souveraineté même, pour permettre que soient réalisés, n'est-ce pas, ces idéaux qui sont de grands discours, mais qui, dans les réalités, ne sont pas transférés en actes concrets au grand bénéfice des populations africaines. Regardez, voyager d'un pays à un autre aujourd'hui en Afrique, c'est la croix et la bannière. Il n'y a plus d'avions ou bien de compagnies aériennes panafricaines. Les écoles communautaires qu'on avait créées à l'époque, écoles régionales d'intégration, écoles des mines régionales, écoles de journalisme régional, tous ces processus-là sont en train d'être déconstruits pour pouvoir permettre des avatars nationaux qui se sont mis en place et qui empêchent que les dynamiques d'intégration se réalisent. Donc, il y a encore du travail à faire et c'est en ayant conscience de ces lacunes, en évitant l'autosatisfaction comme tentent de le faire les dirigeants de la CEDEAO et en secouant, n'est-ce pas, de sa torpeur, l'Union africaine dirigée par un officiel, en l'occurrence l'actuel président de la commission, Faki Mahamat Moussa, qui n'a pas fait avancer la cause de l'intégration et qui cherche un deuxième mandat. Et tout cela doit également être discuté de façon froide, comme disent les anglophones, candide, si on veut que l'intégration ne soit pas autre chose qu'un vain mot ou en tout cas que de grands mots. Voilà. Merci beaucoup, Adama Gaye. C'est sur ces mots que nous vous remercions d'avoir été des nôtres dans PIB et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et un bon début de soirée. Je vous remercie de m'avoir invité et je rappelle à vos auditeurs que depuis le Caire où je suis en exil politique, j'ai publié le livre qui détaille mon odyssée carcérale, arbitraire et qui s'appelle donc ce livre Otage d'un État. Il est paru aux éditions L'Harmattan à Paris, mais est disponible sur les réseaux sociaux et Amazon et autres. Merci. Nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, pour la fidélité renouvelée à Financial Afrique. Nous vous disons à la semaine prochaine dans un nouveau numéro de PIB. D'ici là, portez-vous bien.